De rejoindre pour nous faire le récit gagnant de sa semaine mythomane. Alors de quoi vous allez nous parler aujourd'hui, Nicolas? De plein de trucs, mon grand. Ouais. Ça va bien? Ouais. Vous étiez très bien. Je vous ai trouvé vraiment très bien. C'est pas une émission très regardée, mais vous allez vendre des bouquins avec ça quand même, c'est pas mal. Oui, oui, pour vendre des livres, mais Nicolas, il faut travailler maintenant. Oui, très bien. Lundi, pour une fois. Lundi, face au silence interminable de Dominique Strauss-Kahn, je décide de prendre moi-même les choses en main. M'apercevant que ces lieutenants, Cambadélis et compagnie, peuvent vider leur vessie dans un orchestre de violon sans en sortir le moindre son, il est temps que j'agisse. De même qu'en 1940, si je ne m'étais pas dévoué, jamais le général de Gaulle n'aurait eu l'idée de traverser la Manche, préférant balader sa silhouette de grand dadais dans les ruelles de Colombay. De même qu'il m'a fallu une nuit et 400 canettes de bière pour convaincre Chirac de ne pas suivre l'Amérique dans cette foutue guerre en Irak. De même que j'ai personnellement procédé à l'anesthésie de Jean-Pierre Chevènement. Du temps où ce ministre en agaçait plus d'un. Bref, lundi, une fois de plus, je m'amuse évidemment, une fois de plus, la France a besoin de moi. Du coup, lundi après-midi, je débarque à Washington à la conquête de DSK, cachant dans mes valises tous les charmes gaulois, les poches pleines de Saint-Nectaire, du Livaro entre les dents, du Bordeaux en seringue, du dentifrice Dom Pérignon, des capotes Yves Saint-Laurent, une larme de Michel Houellebecq, le dentier de Joy Star, un DVD des petits mouchoirs et une échographie exclusive du futur bébé de Marion Cotillard. Cet embryon placé sous une si bonne étoile qu'il recevra dès la naissance le César du meilleur espoir. Mardi vers 18h, à l'heure où les ricains s'apprêtent à roupiller, sachant qu'en France, à cette heure-là, François-Olivier Gisbert boit son premier café et son troisième calva, DSK me reçoit dans un appartement secret, à savoir la cave des cuisines du FMI. Refusant d'être aperçu en compagnie d'un minable Frenchie, lui qui, de là-bas, porte sur Sarkozy le même regard paternaliste que celui que porterait Sharon Stone sur Mimi Mati, vous voyez? On est quand même à Washington, le centre du monde libre. À côté de quoi la France est une principauté risible, une bourgade moyenâgeuse qu'un VRP cocaïné s'est payé à coups de pub pour en foutre plein la vue à une chanteuse de variété. Anne Sinclair me prend à part. Bah vas-y, fais-le. Anne Sinclair me prend à part. Elle est de tout cœur avec moi. Nicolas, me dit-elle, par pitié, persuade-le. Qu'il gagne, qu'il perde, qu'il soit président ou même pompiste. Pourvu qu'on se barre de là, je ne les supporte plus. On bouffe n'importe quoi, on fréquente n'importe qui. Nicolas, sors-moi de là. Je m'aperçois très rapidement que l'ancienne journaliste se bat depuis 4 ans contre la dépression nerveuse. Aussi épanouie dans une soirée américaine que Brice Hortefeux dans une cité HLM. Elle a les larmes aux yeux, la pauvre. Le bon marché lui manque. Les soldes de chez Prada. La terrasse des Deux Magots, les discours de Finkielkraut sur l'antisémitisme inconscient chez les crevettes japonaises. Le JT de Claire Chazal, même ça. Des sanglots dans la gorge, elle me demande alors si Philippe Gildas présente toujours nulle part ailleurs. Je n'ose la décevoir. Et la voilà qui me questionne sur le prochain concert d'Henri Salvador. Comment lui dire la vérité sans risquer de la tuer? Pour me prouver sa bonne mémoire et son côté branché, elle me récite par cœur un sketch d'Élie et Dieudonné. Ne sachant sans doute pas que l'un des deux rêve désormais de l'envoyer à Buchenwald. Bref, il faut que j'aide cette femme, sauf que son mari continue à faire l'amour. Forcément, quand on joue au tennis avec Barack Obama, pas facile de se projeter sur un terrain de pétanque entre Patrick Bruel et Jean-Marie Bigard, vous voyez. Du coup, dans la nuit de mercredi, alors qu'il dort comme un bébé... Non. 225 kilos. Dans la chambre d'à côté, je lui souffle à l'oreille tous les sondages flatteurs qu'il annonce déjà gagnant. Je le compare à Mitterrand, à Jean Jaurès, Napoléon, à Brad Pitt. Je le masse, je le caresse, je l'embrasse jusqu'au nombril. Oui, j'ai couché avec Strauss-Kahn et si, je suis hétéro. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Si Martine Aubry avait été la mieux placée, je me serais sacrifié avec le même patriotisme. Même si pour la convaincre, il eût fallu que je frise l'overdose de Viagra. Jeudi, de retour à Paris, sachant que notre prochain invité sera le délicieux Jean-Marie Roire, je décide de prendre d'assaut l'Académie française.
Et pour cela, je monte un véritable raid avec mes complices Frédéric Becbédé, Virginie Despentes, Nicolas Ray, Régis Geoffrey et David Fonkinos, romancier kamikaze avec qui je fomente une grande révolution qui placera sous la coupole les vrais écrivains d'hier et de demain, ceux qui modernisent la langue tout en pouvant plonger la leur dans la bouche d'une jeune lectrice sans qu'elle crie « Au secours, papy est devenu dingue !» Je dis donc vers 15h, au moment précis où nos gravataires déguisés en vert commencent leur séance de bridge, traînant depuis 4 ans sur la lettre P, Becbédé et moi-même, cagoulés à la mode corse, nous plaçons une grenade dégoupillée sous les fesses d'Hélène Carrère d'Ancos et procédons au kidnapping de la plus prestigieuse maison de retraite de France. Angelo Rinaldi a beau protester, nous l'assommons avec un dictionnaire Larousse avant de précipiter Giscard dans un volcan d'Auvergne. Simone Veil parvient à se cacher sous la table, mais elle est très vite dénoncée par Félicia Marceau, qui retrouve, comme par magie, ses vieux réflexes de collabo. Quant à Jean Dutour, il est mort. Fabrice d'Almeida est installé d'office à la place d'Alain Decaux, qui perd complètement la boule et nous confond avec une mutinerie napoléonienne. Max Gallo, abrité sous une chaise, tente de joindre Sarkozy, mais un de nos chiens de combat est en train de mâchouiller son téléphone portable. Après 1 heure de négociation, nous décidons de garder à leur siège nos amis Jean-Loup Dabadi, véritable génie, l'exquise Florence Delay, et le plus jeune de tous, j'ai nommé Jean d'Ormesson. Quant à Jean-Marie Rouard, il est convenu qu'il sera préposé au cocktail dans la boîte de nuit que nous construirons bientôt. De même que François Veillergans, vieux copain de la rue, s'occupera de nous fournir une coke suffisamment pure pour qu'on finisse le dictionnaire avant 21h. Ensuite, nous procéderons à la nomination d'une centaine d'académiciennes, sélectionnées autant sur la qualité de leurs livres que sur celle de leurs photos. C'est pourquoi Pénélope Cruz, bien qu'espagnole jusqu'au bout des seins, portera l'habit vert légèrement décolleté par Jean-Paul Gaultier. D'autre part, Diane Ducret, Ah oui, ça y est. ici présente, C'était sûr. et que j'ai envie de relire à chaque fois que je la regarde, fera beaucoup plus de bien au moral des Français que n'importe quel fumard au lit. Je la nomme donc personnellement entraîneuse perpétuelle de l'Académie. Nous voilà immortels. Ce qui devenait urgent, car vu mon hygiène de vie, et contrairement à la plupart de mes prédécesseurs, j'aurai au moins la politesse de ne jamais faire de vieux os. C'est d'ailleurs Jean d'Ormesson qui prononcera bientôt mon éloge funèbre. Vous verrez, ce sera très drôle puisque c'est moi qui l'ai écrit. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre.